Je m'appelle Maggie, puis je suis située dans la belle région de Chaudière-Appalaches, plus précisément tout près de Saint-Adrien d'Irlande. Et je suis éleveuse de reines avec 300 quelques ruches. Je suis ici aujourd'hui pour vous discuter des difficultés en ce qui a trait au démarrage en apiculture et aussi à l'entretien des ruches. Dans le cadre de mon élevage de reines, je suis souvent contactée par divers apiculteurs qui ont différents nombres de ruches. On pense entre autres entre 1 et 20 ruches. Et ces gens-là me demandent souvent de l'aide par rapport à ce qu'ils doivent faire avec leurs ruches, par rapport à ce qu'ils doivent vérifier dans leurs ruches, par rapport aux différentes étapes à faire durant la saison, et plus particulièrement à savoir s'il y a présence de reines ou non dans leurs ruches. Je vous dirais que c'est pas toujours évident de pouvoir aider ces gens-là parce que certains d'entre eux n'ont même pas aucune notion de ce qu'ils peuvent retrouver dans une ruche. Ils ont décidé que pour sauver les abeilles, ils se procuraient entre 1 et 10 ruches. Ils mettent ça sur leur pelouse à l'arrière de la maison et de bon cœur souhaitent les sauver. Malheureusement, quand ils m'appellent, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec leur ruche. La ruche est en train de diminuer, de dépérir, il n'y a plus de couvents, il n'y a plus de larves, il n'y a plus d'abeilles. Et là, ils m'appellent pour me demander au téléphone, est-ce que ma ruche a encore une reine? C'est très difficile, je trouve, d'être capable d'accompagner ces personnes-là parce que je suis même pas capable de leur poser les questions adéquates dans le sens où je vais leur demander s'il y a des œufs, mais ils ne sont pas capables de me dire si c'est des œufs bourdonneux, donc d'une reine bourdonneuse ou d'une ouvrière bourdonneuse, ou si c'est des œufs fraîchement pondus par une nouvelle reine ou par une reine qui était là à l'époque. Donc ça, c'est pas toujours évident. Puis ça m'amène à expliquer un peu mon parcours et mon cheminement au travers de tout ce domaine apicole-là, parce que moi, pour être rendue où j'en suis actuellement, j'ai suivi maintes formations. Là, je vous fais un petit résumé. Moi, j'ai un baccalauréat en agronomie. Je suis allée suivre la formation du Cégep d'Alma. La première formation que j'avais suivie à l'époque, c'était avec M. Scott Plante, qui était au Cégep de Lévis-Lauzon. C'était un cours sur l'introduction à l'apiculture. À l'époque, quand j'avais suivi ce cours-là, j'avais même pas comme désir de me procurer des ruches. Je voulais juste en apprendre plus sur l'abeille dans le cadre de mon bac en agronomie pour finalement me ramasser suite à ce cours-là et différentes journées terrain avec le professeur, tout ça, et son accompagnement, évidemment, à me procurer 2 ruches. J'ai vite réalisé que simplement ce cours-là n'était pas suffisant. Je suis aussi allée faire un cours d'apiculture commerciale, encore une fois au Cégep de Lévis-Lauzon, avec Scott Plante. J'ai aussi en arrière-plan mon baccalauréat en agronomie. Puis je continue toujours à toutes les années d'aller à toutes les formations qui peuvent être possibles d'aller chercher en apiculture au niveau du CRAAC ou du CRESAN, par exemple, qui sont 2 organismes qui diffusent beaucoup d'informations apicoles. C'est important aussi de suivre l'actualité. Je suis d'ailleurs première vice-présidente des apiculteurs et apicultrices du Québec. Puis par leur journal hebdomadaire, on est capable de suivre l'actualité, de suivre les nouveaux projets de recherche qui sortent au niveau de l'apiculture, puis tout ce qui peut avoir attrait aux parasites qui peuvent être introduits de d'autres provinces, par exemple. C'est important aussi de s'inscrire au niveau du ministère de l'Agriculture parce que c'est grâce à eux là, qu'on peut avoir accès à différents vétérinaires ou à des ressources qui peuvent venir nous accompagner pour le soin des ruches. Il faut vraiment prendre conscience qu'une ruche, on ne peut pas juste la prendre et l'installer en arrière sur sa pelouse. Il y a des risques qui sont associés par rapport aux voisins, entre autres. Les voisins peuvent se faire piquer, on peut avoir des plaintes. Mais il y a aussi un suivi très important qu'il faut faire au niveau du parasite du varroa, des différents virus qui peuvent venir décimer complètement une ruche. Il y a aussi différentes loques qui sont des maladies bactériennes qui peuvent aussi décimer une ruche et son couvain d'ailleurs.
On a des vétérinaires qui sont attitrés au suivi des ruches et on a besoin de prescriptions vétérinaires comme dans n'importe quelle autre production afin d'avoir accès à des médicaments pour traiter la ruche. Les vétérinaires sont très importants dans le contexte apicole. C'est eux autres qui vont pouvoir identifier encore plus précisément certaines maladies. Ils vont faire des écouvillons. Ils peuvent évaluer aussi s'il y a un début de résistance à différents traitements parasitaires qu'on pourrait faire à la ruche. On peut comparer l'apiculture ou une ruche, plutôt, on pourrait la comparer à une vache. On n'arriverait pas demain matin à prendre une vache dans un élevage laitier puis l'amener sur notre pelouse pour faire notre lait à tous les matins qu'on met dans notre café. On a vraiment un soin continuel qu'il faut donner à la ruche. Il faut suivre aussi toute son évolution, sa croissance. Il faut lui donner de l'espace lorsqu'elle en a besoin. Il faut l'isoler à l'automne. Dans certains cas, même pendant la saison estivale, il faut la nourrir avec du sirop de sucre pour ne pas qu'elle meure de faim. Parce qu'il y a des périodes durant l'été, tout dépendant des régions. Moi, j'ai une période pendant l'été où c'est beaucoup plus difficile pour la production de miel et j'ai des risques que les ruches meurent de faim. On parle souvent des 2 semaines de la construction. C'est un climat qui est très sec, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas d'eau, 99 % du nectar est composé d'eau, les abeilles ne pourront pas ramasser du nectar parce que les fleurs n'en produiront pas, ils n'ont pas accès à de l'eau. Donc, il y a beaucoup de suivi qu'il faut faire au niveau de la gestion des ruches. Si on n'a pas la bonne formation ou la bonne information, on ne sera pas en mesure de bien suivre l'évolution de la ruche. Les vétérinaires sont extrêmement importants au niveau du suivi des ruches pendant l'été, plus particulièrement au niveau des maladies et des prescriptions qu'on a besoin pour traiter les ruches. Mais on a aussi accès à des conseillers apicoles. On en a actuellement 3 au Québec qui sont disponibles pour répondre à toutes vos questions au niveau de la gestion, du calendrier de gestion des ruches au courant de la saison, parce que chaque moment de la saison va faire varier les soins qu'on va offrir aux ruches. Donc, vous pouvez trouver le nom de ces conseillers-là au sein du réseau AgriConseil. Les vétérinaires et les conseillers sont vraiment bien placés pour vous accompagner en prévision d'un futur achat de ruches ou de nucléi. Il faut faire vraiment attention de la source des nucléi ou des ruches qu'on achète parce qu'on peut se ramasser avec des parasites même avant qu'on soit au courant qu'ils sont présents. S'ils sont présents, ils vont se développer au cours de la saison, puis là, ça devient une difficulté supplémentaire pour peu importe l'apiculteur qui va faire l'achat de ce genre de ruches-là. Donc, c'est très important de savoir de qui on achète, puis les vétérinaires peuvent même venir chez la personne chez qui on prévoit acheter, donner un certificat sanitaire afin de s'assurer qu'on achète vraiment des ruches de qualité. Lorsque on est dépassé par la situation ou qu'on n'est plus capable de suivre, ça peut être intéressant justement de faire venir le conseiller apicole pour savoir quelle est la prochaine étape à suivre. Et si on décide d'abandonner, c'est important de bien gérer le matériel. On ne peut pas juste arriver et laisser le matériel à l'extérieur parce que ça peut être une source de contamination pour les apiculteurs voisins. On s'entend entre nous que les abeilles volent. On ne peut pas leur dire de rester sur la ferme ou sur l'entreprise. Donc, les abeilles des voisins peuvent venir dans notre matériel autant que nos abeilles peuvent se rendre dans le matériel des autres apiculteurs. Donc, si on a une problématique de maladie, on risque d'affecter le Québec au complet si on ne prend pas le soin de bien gérer autant le matériel, autant les maladies de la ruche ou encore les parasites. On a un dire dans le secteur apicole. On surnomme, dans certains cas, des abeilles ou des ruches qui meurent à l'automne, on les surnomme des bombes à varroa. Pourquoi on appelle ça une bombe à varroa? C'est parce que la ruche qui est en train de mourir, bien, l'abeille, elle a deux instincts en fait. Son premier instinct, ça va être de sauver sa ruche à elle. Donc, elle va tout faire, tout mettre en œuvre vraiment pour sauver les abeilles, sauver sa génétique, prendre soin de ses bébés, etc., etc. Un moment donné, la ruche va atteindre un seuil de non-retour. Il va y avoir trop de varroa, trop de parasites, trop de maladies à l'intérieur de la ruche. Là, l'abeille comprend qu'elle ne peut plus sauver sa ruche. Fait que ce qu'elle va faire, elle va embarquer sur son deuxième instinct,
ça va être de sauver les abeilles, donc la famille des abeilles. Fait que là, elle va carrément abandonner sa ruche originale pour se diriger dans une autruche pour espérer sauver cette autruche-là. Sauf qu'en faisant ça, bien là, elle vient contaminer toutes les ruches des voisins. Puis c'est déjà arrivé par le passé qu'on a eu des grosses pertes au Québec et au Canada qui sont plus particulièrement reliées à justement ces bombes à varroa-là.